Cyril Paglino, je suis le fondateur de Tribe, une application de messagerie vidéo qu'on a créée en France il y a maintenant 1 an, un peu moins d'1 an. Et on est parti depuis 6 mois à San Francisco pour continuer le développement. On était 4 fondateurs, cofondateurs à la base, du moins founding team, et maintenant on a une petite dizaine. On est toujours en bêta, donc le produit est encore en développement. On est public, disponible gratuitement sur les plateformes Play Store et Apple Store. Et on a levé un peu plus de 3 millions d'euros les 6 derniers mois pour continuer ce développement. Et j'aurais pu vous faire une présentation sur Tribe uniquement, mais je me suis dit que j'ai parlé d'un sujet un peu plus global, qui me tient à cœur, qui j'espère donnera beaucoup de courage à plein de gens dans la salle, qui veulent se lancer ou qui vont se lancer un jour. Et je l'ai un petit peu volontairement appelé David est parfois plus cool que Goliath. Alors vous l'avez compris, David c'est la startup, Goliath c'est le grand groupe. Oui, l'image, c'est pas David ni Goliath, ok, mais c'est un underdog, c'est un mec qui est allé, qui a tenté des choses, et qui à la fin, à force de persévérance, a réussi à aller au bout. Et c'est vraiment ça l'idée principale quand on est entrepreneur, au démarrage, quand on se dit qu'on va passer 12, 18, 24 mois, parfois tout seul, sans argent, sans financement, à essayer de se prouver que la vision qu'on a est la bonne. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, trouver son équipe, trouver des gens encore plus fous que vous pour vous accompagner, dans un marché qui pour nous était très compliqué. On parle de la messagerie mobile, c'est-à-dire que le leader mondial, bon, il y a le SMS, il y a WhatsApp, plus d'1 milliard d'utilisateurs, Messenger, KakaoTalk, WeChat, Telegram, les Russes, je ne vais pas en parler, il y en a plein qui ont plusieurs centaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et nous, il y a moins d'1 an, quand on s'est dit, et si on faisait une app de messagerie, effectivement, c'était un pari un petit peu fou, mais c'est en prenant un pas en arrière, en reculant un petit peu, en ayant d'avoir une vision un peu macro, qu'on s'est dit, en fait, il y a peut-être un sujet, on a envie de réinventer un peu ce sujet, pourquoi pas y aller? Et ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est que l'innovation, elle ne vient pas toujours des géants. Et c'est vrai depuis des décennies, hein, c'est-à-dire que dans toutes les industries, depuis des années, des dizaines d'années, l'innovation, parfois, vient des petits, qui cassent les silos, qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles, et ce pour plein de raisons. Et c'est encore plus vrai depuis 20 ans, depuis Internet. Aujourd'hui, le cost, donc les dépenses pour créer un business sont de plus en plus basses. On peut acheter un Mac à 1 000 € d'occasion, on peut prendre des cours pour coder gratuitement en ligne. Internet est une source d'information fabuleuse. Donc on peut créer un business depuis 10-15 ans avec quelques milliers de dollars, là où il y a 30 ans, 50 ans, à l'époque de nos parents, c'était très compliqué, il fallait un bail commercial, des employés, du stock. C'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Les comportements changent au quotidien. Ça, c'est extrêmement vrai et ça va tellement vite que parfois, quand on n'est pas extrêmement concentré sur ce sujet, sur ce secteur, on peut louper les trains et on ne peut pas voir ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour plein d'entrepreneurs qui aujourd'hui regardent effectivement ces comportements, ces services, la façon dont les gens consomment, qui changent au quotidien selon les pays, les régions et les secteurs. Et enfin, l'entrepreneuriat devient cool. Ça fait quelques années déjà, mais ça devient cool. Il y a 20 ans, vous étiez entrepreneur, vous étiez le mauvais élève de la famille. Aujourd'hui, c'est cool de dire qu'on sort de grandes écoles et qu'on devient entrepreneur. C'est plus McKinsey, Rothschild qui fait rêver les HEC et les grandes écoles. C'est vraiment de plus en plus la création d'entreprises. Et ça, c'est chouette, pour le coup. Et l'exemple le plus parlant, c'est Facebook, qui est une boîte extraordinaire, que moi j'apprécie beaucoup et j'adore et que j'utilise au quotidien. Mais si on réfléchit un peu à Facebook, ils ont beaucoup été inspirés par des plus jeunes boîtes, par des petits David, des startups. Et ça commence il y a 5 ans avec Foursquare. Foursquare est le leader de la géologue au tout début. Facebook veut les racheter, propose 1 milliard de dollars. On parle de 500 millions d'actions et 500 millions en cash. Dennis Kroll, le fondateur de Foursquare, refuse. Et Facebook, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un concurrent directement qui s'appelle Places. Aujourd'hui, malheureusement, Foursquare marche moins bien et Places, on l'utilise tous au quotidien. C'est quand on est sur Facebook et qu'on dit « je suis à ce restaurant avec ce copain ». On se géolocalise au quotidien avec, et effectivement, ils ont été très inspirés par Foursquare, qui n'a pas voulu accepter de se laisser racheter. Plus récemment, Snapchat, proposition de rachat de 3 milliards, pareil, les 3 quarts en actions et l'autre quart en cash. Snapchat refuse il y a 2 ans et demi, 3 ans, et Facebook lance Slingshot, qui est depuis un échec, mais qui était un espèce de copycat de Snapchat, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas réussi à acquérir Snapchat. Et plus récemment, et encore vraiment plus récemment, il y a quelques mois, Periscope. Alors le live vidéo a commencé avec Meerkat, vraiment une petite boîte israélienne qui s'est lancée il y a maintenant quasiment 2 ans. Explosion, très vite Twitter rachète Periscope, et Facebook, qui n'avait pas d'armes sur le sujet, copie complètement Periscope et fait Facebook Live, qui est un produit extraordinaire que je conseille à tout le monde d'utiliser, mais qui du coup, encore une fois, n'a pas été créé par Facebook, mais vraiment inspiré par une jeune boîte. Et donc c'est en regardant tout ça qu'on se dit, hop, et puis c'est le cas aussi pour effectivement Yahoo, Microsoft et beaucoup d'autres boîtes. Et je mets Snapchat ici en tant que
que Goliath, que grosse boîte. Snapchat, maintenant, ça fait des acquisitions, ça achète une boîte tous les 3 mois, ça vaut 20 milliards aujourd'hui, ça vient de relever beaucoup d'argent, et c'est en train de devenir une énorme boîte dans le domaine consumer, dans le monde entier. Et je pense que tout le monde ici mate, ou du moins a regardé Silicon Valley à peu près une fois dans sa vie. Si ce n'est pas le cas, c'est vachement drôle, allez-y. Là, c'est Gavin Belson, le patron de Ouli, dans la série. Et effectivement, Ouli, c'est l'équivalent de Facebook ou Google. Et c'est complètement, alors certes tiré par les cheveux, mais in fine assez vrai. Dans la série, David Belson, il fait tout pour acheter, copier, voler les idées des petites boîtes, notamment Pied Piper, qui est la boîte héroïne de la série, qui est une boîte de compression vidéo, qui sont 5 mecs dans un garage, qui ont créé un algorithme beaucoup plus puissant et novateur que tout ce que les dizaines ou les centaines ou les milliers d'employés de Gavin Belson ont réussi à créer jusque-là. Et c'est pour ça que c'est assez drôle comme anecdote. Et le truc qui est encore plus vrai, c'est qu'aujourd'hui, à San Francisco, et dans la tech, tout le monde regarde la série, parce qu'elle est tellement proche de la réalité, que Marc Andreessen, le fondateur de Netscape et de Andreessen Horowitz, qui est un immense fonds d'investissement aux États-Unis, est appelé en tant que co-scénariste et relecture du script. Donc ça colle tellement à la réalité, c'est assez impressionnant. En vivant à San Francisco depuis 6 mois, je vois comme c'est extrêmement proche de la réalité, que tous les clichés sont certes exacerbés, mais que c'est vraiment extrêmement proche de la réalité. Et pourquoi tout ça? Parce que les motos et les motivations ne sont pas les mêmes. David, la start-up, elle arrive, elle démarre de nulle part, elle veut juste monter en haut et c'est la seule option qu'elle a. Techniquement, elle ne peut pas redescendre. Elle a la dalle, elle connaît bien son sujet, elle va aller à fond. Et les motivations de Goliath, elles ne sont pas les mêmes. Goliath, c'est Facebook, c'est Google, c'est Uber. Leur unique motivation, et la première, et j'aurais dû la mettre en gras, c'est de rester premier. C'est uniquement ça. Quand Facebook dépense 1/10 de sa cap boursière pour acheter WhatsApp, 19 milliards, c'est uniquement parce qu'il faut rester premier. C'est tout ce qui compte. Et après, pourquoi pas créer des produits? Après, rendant un peu d'argent aux actionnaires, c'est bien aussi. Mais le premier objectif, c'est de rester premier. La force de David, c'est qu'ils font qu'une seule chose et qu'ils la font extrêmement bien. Les startups ne font qu'une seule chose. C'est une tangente extrêmement précise, extrêmement profonde. Et je ne sais pas si vous connaissez la théorie des 10 000 heures, qui est une théorie qui est, je pense, très connue, que tout le monde connaît ici. Très rapidement, ça veut dire que si on passe 10 000 heures sur un sujet donné, on va pouvoir, en tant que citoyen normal, être expert sur le sujet à la fin de ces 10 000 heures. Si on est un salarié lambda et qu'on bosse très tranquillement en tant que fonctionnaire 8 heures par jour pendant 5 ans, on fait les 10 000 heures. Si on est un entrepreneur et qu'on a super faim et qu'on bosse 15 heures par jour, sans week-end, sans vacances, c'est 2 ans. Donc rendez-vous compte qu'en 2 ans, un entrepreneur complètement passionné par son sujet peut arriver à être expert mondial sur une thématique et créer beaucoup plus de valeur que des gens qui, chez Goliath, les gros consultants, les gros top management, vont pas forcément passer autant de temps, d'énergie et creuser autant les sujets. Et c'est ce qui crée de la valeur et c'est souvent ça que les boîtes rachètent. C'est aussi souvent l'expertise extrêmement précise sur une transversale. Et enfin, les faiblesses de Goliath des grandes boîtes, des forces, ils en ont plein, des super équipes, des super talents, etc. Mais il y en a 2 vraiment grosses faiblesses. La première, c'est les priorités. On fait souvent, quand on est une grosse boîte, on fait souvent plein de sujets, on lance plein de chantiers, beaucoup coulent en cours de route. Et c'est volontaire, mais du coup, on est focus, on n'est pas focus et on s'éparpille. Et la talent war, qui est extrêmement vraie. Aujourd'hui, dans toutes les grosses boîtes, en Californie, mais dans le monde entier, quand on fait de la R&D, vos talents se barrent tous les 8 mois, 10 mois, 12 mois. Moi, je le vis au quotidien parce que je recrute des ingénieurs à San Francisco au quotidien. Et c'est une galère. Les mecs se barrent de Dropbox jusqu'à Lyft par Uber. Et tous les 8 mois ou 15 mois ou 10 mois, les mecs se barrent. Donc il y a un vrai problème de création de valeur sur le long terme. Et à l'inverse, dans la startup, on est tous quasiment actionnaires, on a des actions, on est motivés, on est une botte de potes généralement au début. Donc on est beaucoup plus motivé et enclin à rester 2, 3, 4 ans sur un même sujet sans se déconcentrer, là où le groupe aura un peu de mal. Et c'est pour ça en fait que l'un ne peut pas faire ce que fait l'autre, très simplement. Et c'est pour ça qu'on est complètement différents et qu'on peut effectivement se compléter et parfois créer des différences. Et c'est à ce moment-là, en prenant compte de tout ça, qu'on s'est dit, OK, la messagerie, c'est compliqué, on est en 2015, tout le monde parle de bot, d'AI, de plein de sujets géniaux. Nous, on est un petit peu ringard à vouloir faire une app de messagerie, mais on pensait qu'il y avait un sujet qui avait, dans la messagerie, n'avait pas été vraiment révolutionné et on pensait que l'usage allait évoluer. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en 2015, créons une app de messagerie qu'on a appelée Tribe. Tribe, aujourd'hui, c'est globalement un seul écran avec des petits carrés colorés. J'aime bien le définir comme ça. C'est comme FaceTime, mais quand vous voulez. Pas besoin d'être live, pas besoin d'appeler les gens. Vous appuyez sur le bouton de votre femme, de votre fils, votre associé. Vous laissez un petit mot, vous lâchez, le message est envoyé directement. On est 100% focus. Et aujourd'hui, on est moins de 10 personnes, toutes focus sur le produit. Pas de marketing, pas de stratégie, rien. Que du produit, code et design. On veut complètement réinventer l'expérience sur le mobile de la messagerie. Et c'est un gros sujet. On passe beaucoup de temps à tout ça.
On est donc 100% asynchrone, donc pas de live. On ne croit plus au live, on ne croit plus au coup de téléphone, on croit de moins en moins à FaceTime et à Skype. Et aux US, les moins de 30 ans, c'est 25% qui ne prennent pas de coup de téléphone. Les moins de 30 ans, c'est 25% qui ne prennent plus de coup de téléphone. On veut être facilement utilisable en mouvement, parce qu'on pense que l'homme de demain, la femme de demain, elle est connectée en mouvement entre une réunion, un train, les enfants, la famille, le job, le sport. On est tout le temps en mouvement, et on pense qu'une app de messagerie doit pouvoir s'utiliser à une main, en mouvement, en tenant un sac, un parapluie, une bouteille d'eau, ce que je veux, un Starbucks, etc., etc. On travaille beaucoup sur la group experience, les groupes de famille, d'amis, de travail, comment créer l'expérience de groupe la plus complète possible en vidéo. Et on a un support, donc on répond aux questions de nos users, et pour le coup c'est moi qui réponds, j'en parlerai après, c'est assez drôle, mais H24, constamment, à des centaines, voire des milliers de messages par jour, dans plus de 120 pays, en plusieurs langues, et du coup j'apprends à parler plusieurs langues et c'est chouette, mais on répond constamment à toutes les questions que nous posent nos utilisateurs, et vraiment pour le coup en face à face et en personne, et c'est pas un robot. Et enfin, on efface toutes les vidéos qui sont envoyées sur la plateforme, et ça c'est vraiment un parti pris initial. On croit beaucoup à la privacy et à l'anonymat, on ne sauvegarde aucune data, à part votre numéro de téléphone qui vous sert à vous loguer sur l'application, mais on ne vous demande pas d'infos sur votre sexe, sur votre âge, c'est pas notre modèle, on s'en fout complètement, et on ne sauvegarde aucune des vidéos, donc aucun leak n'est possible. Si demain on se fait hacker, les seules vidéos qui pourraient potentiellement sortir si on se fait hacker sont les vidéos qui n'ont pas été encore vues par votre collaborateur. Si j'envoie moi une vidéo à mon associé, s'il la regarde, dans la seconde elle est supprimée, à vie. S'il ne la regarde pas, elle est encore sur nos serveurs pendant le laps de temps dans lequel il ne l'a pas regardée. Mais sinon, on est extrêmement sécure sur le sujet. Il y a une petite vidéo qui doit se lancer. Marie, si tu as une petite... What you gonna do with that dessert? Do what, do I dee da dee da dee da. Do what, do da dee da do da dee da. Do what, do da dee da do da da. Murder that, dance up, dance up. Make, murder, make, murder that. Make, murder, Are you saving that dessert for me? Cause if you want, baby, you know you could work for me. The way you do it causing... Cool, c'est homemade, hein. C'est fait... Oh, merci beaucoup. C'est homemade, hein. C'est fait à la maison avec un iPhone et c'est moi qui fais la démo, on n'a pas beaucoup de budget. Mais effectivement, voilà, on a montré qu'on est assez facile d'utilisation et effectivement à une main. Et vraiment, il y a une question qu'on nous pose souvent et qu'on nous pose de moins en moins aux US, mais tout de même encore, pourquoi on est comme Snapchat ou pas, qu'est-ce que Snapchat, etc. C'est un slide qui est particulier, qui explique juste ce que fait Snapchat aujourd'hui, et c'est très important de le dire. Snapchat était une application de messagerie au démarrage, one-to-one. Je parle avec un copain, une copine, et j'envoyais un message à caractère privé, qui s'effaçait à la fin. C'était la particularité de Snapchat. Et de plus en plus, ils sont en train de shifter vers une app one-to-one de messagerie à une application de broadcast, où, sur Snapchat, 79% du contenu devient public. Les gens ne partagent plus les contenus privés, mais publics. Et Snapchat aujourd'hui, c'est quoi? C'est moi qui me filme on stage au Web Today et je me dis « Salut les copains, je suis ici, etc. » Je mets un filtre un peu sympa, je l'envoie à toute ma communauté. Donc Snapchat devient de plus en plus une application publique de broadcast qui va concurrencer les applications publiques de broadcast, donc Facebook, Instagram, Twitter et d'autres, et de moins en moins un compétiteur de Messenger, de WhatsApp, du SMS et des apps de messagerie privée. Et c'est pour ça qu'on est en train, plus les mois avancent, et plus on s'éloigne du parcours de Snapchat. Et ça, nous, on le savait il y a déjà un an, on a commencé à bosser dessus. Et l'avenir, enfin, les mois derniers nous ont donné raison. Snapchat a de plus en plus évolué vers la partie publique en rajoutant de plus en plus de filtres et de choses qui vous rendent de plus en plus enclin à poster un beau contenu, à vous rendre beau, un filtre un peu marrant, etc. Et du coup, quand on passe 15 secondes à poster un snap, parce qu'aujourd'hui, créer un snap, ça prend au moins 15 secondes avec tous les fils qu'on a et toutes les options qu'on a pour crafter un peu le contenu. Quand on passe 15 secondes sur un contenu, on ne va pas l'envoyer 50 fois à 50 personnes. On va l'envoyer une fois à 50 personnes directement. Donc c'est du one-to-all versus le one-to-one que ça a pu être avant. Et pour revenir un peu sur Tribe, quand on a créé la boîte il y a maintenant 11 mois, l'été dernier, on était 4 collaborateurs, 4 potes français, basé à Paris. On avait déjà planté une boîte avant, on avait déjà levé des fonds avant sur un produit mobile qu'on avait planté. Il nous restait 2 mois de cash flow. Donc en gros, on était mi-septembre, on devait clouer la boîte. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait cet été? C'était fin juillet. Est-ce qu'on passe l'été à trouver une autre idée, un autre produit? On avait plein d'idées en stock, mais 1 mois et demi pour faire une bêta et le relever des fonds, c'est quand même un peu compliqué. Et là, les gars ont été super. Laurent, à l'époque, Kevin et Thiago ont été super. Ils se sont dit, on annule les vacances, on part pas en vacances, et on fait 1 mois et demi à Paris, on bosse comme des dingues, et on essaie de trouver un nouveau concept. On avait une quinzaine de concepts en tête. Après un long débat et un brainstorm, on est parti sur Tribe. Début septembre, avec le MVP, le produit de Tribe, et juste quelques milliers d'utilisateurs, donc vraiment rien, un peanut, c'est juste mes copains sur l'application qui l'utilisaient. Je suis parti à San Francisco comme ça, un peu tout seul en vagabond. J'ai passé 15 jours. Avec beaucoup de chance et beaucoup de copains sur place, on a réussi à lever de l'argent avec des gens super là-bas. On a levé à peu près 500 000 $ au début, juste pour se dire, OK les gars,
votre MVP qui a 2 mois, il tient un peu la route, c'est un peu de la gueule, on aime bien votre vision, on comprend un peu où vous voulez aller, allez-y, montrez-nous qu'avec 500 000 balles, vous pouvez faire un truc sur les 6 prochains mois. Et à l'époque, la vision qu'on leur a vendue, c'était un peu celle-ci, c'était la messagerie n'a pas évolué depuis 15 ans. Depuis AIM jusqu'à WhatsApp, depuis un desktop jusqu'à un mobile, ça a toujours été un écran et un clavier. Et le texte, même si c'est un médium qui va rester et qui est extraordinaire, comportait plein de petits tracas et de petits défauts. Dans l'ordre, les claviers parfois c'est petit, c'est compliqué pour taper, les longs textes c'est toujours un petit peu galère sur un texto et sur un iPhone, l'autocorrect ça marche jamais très bien, il faut 2 mains pour envoyer un texto donc c'est compliqué quand on a un casque ou un sac, etc., etc. Plein de petites choses comme ça qui rendaient le texto parfois pas optimal et un peu compliqué quand on envoie des dizaines voire des centaines de textos par jour ou par semaine. Et en parallèle de ça, une tendance qui depuis un moment évolue mais de plus en plus depuis quelques mois, c'est le média vidéo et le rich content qui se développe vachement. Alors on le voit avec Periscope, Oculus, Lenses, j'aurais pu mettre Facebook Live, j'aurais pu en mettre d'autres, mais en gros la vidéo augmentée, qui est de plus en plus le médium le plus utilisé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg, qui au Mobile World Congress à Barcelone il y a 2 mois a dit depuis 10 ans on était on était texte et picture based et on passe sur l'ère de la vidéo. Et ça c'est dû à 3 majeurs critères. Le premier critère c'est effectivement le social change. Les gens, et vous les premiers dans la salle, êtes de plus en plus enclins à prendre des photos de vous, ou vous filmer, ou parler du moins devant une caméra. Là où il y a 10 ans, faire un selfie, c'était juste insensé et personne n'osait se prendre en photo, aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun d'être sur FaceTime, d'envoyer un Snap ou faire un Skype, sans forcément être trop gêné de sa propre image. Et cette décomplexion, je ne sais pas si ça se dit, je crois, est de plus en plus commune et de plus en plus en avance. Et je pense que chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, les gens sont de plus en plus à l'aise devant la caméra et devant leur téléphone pour parler et se filmer. Les devices, évidemment, Android, Apple et autres, mais de plus en plus de caméras haute définition, en front, en back, qui permettent de record de plus en plus facilement des contenus et de les envoyer. Et enfin, des réseaux de plus en plus forts, alors là je pense aux câbles, Cisco et autres, qui nous permettent, à nous entrepreneurs, à nous ingénieurs, d'envoyer des vidéos à l'autre bout du monde de façon très rapidement, avec des forfaits toujours de plus en plus grands et de plus en plus agiles. Et aussi, il y a un autre fait social, et ça je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que nos vies, elles changent. Il y a 20 ans, c'était différent. Aujourd'hui, on va avoir 5, 10, 15 métiers dans nos vies. J'aime beaucoup cette illustration de DiCaprio dans ce film que je pense que tout le monde connaît. C'est qu'il a 10, 15 métiers dans sa vie. Alors certes, il est mythomane, nous on espère qu'on ne l'est pas, mais au moins il change de métier tout le temps, il est caméléon, il change de cercle d'amis, il change de cercle familiaux. Et c'est vraiment ça, l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. On va changer de job, donc on va changer de copains au travail, on va changer de cercle d'amis, etc., etc. Donc de plus en plus de contacts à gérer, de plus en plus de messages à envoyer, et dans une espèce de profusion générale où on travaille constamment en relation avec des gens, on travaille constamment avec l'email, avec le téléphone. Aujourd'hui, seul chez vous pendant 5 heures, vous ne travaillez pas. Si vous créez un deck, un Excel, vous réfléchissez, vous peignez un tableau, mais techniquement, le travail, il est collaboratif, il est en discussion. Et c'est ça vraiment la nouveauté de ce siècle-là, c'est qu'on est constamment amené à communiquer, à échanger. Et c'est pour ça qu'on pense que le texte en mobilité, avec les devices qu'on a aujourd'hui, qui sont des iPhones sans clavier, ou des Samsung sans clavier, ou d'autres marques sans clavier, ne sont pas forcément optimales pour gérer ces communications au quotidien qui vont faire que grandir. Et en plus, vous, dans la salle, vous êtes comme moi, on a entre 28 et 50 ans, j'imagine, voire un peu plus. Donc on est tous de cette génération-là, globalement. On est né avec le computer et on a appris le mobile un peu plus tard. On est de la génération text-based, et on est né comme ça. Mais vos enfants, vos nièces, vos cousins et les plus jeunes aujourd'hui, ils sont dans une génération un peu différente, ils n'ont pas tellement connu le texte, ils arrivent, ils ont 12 ans, ils ont un iPhone, ils ont Snapchat, et eux, pour eux, se filmer, c'est complètement naturel. C'est un comportement qui est complètement désinhibé, et je pense que les parents dans la salle ne vont pas me contredire là-dessus. Donc c'est vraiment un vrai changement de paradigme et un vrai changement social avant d'être technologique. Et la suite, c'est effectivement les autres devices. On va être amené à bouger de plus en plus, avec des devices de plus en plus petites, qui nous collent à la peau de plus en plus souvent. Je ne sais pas, ça va être l'iWatch, ça va peut-être être une autre device ou une autre marque. Mais sur les écrans plus petits comme l'iWatch, à un moment donné, envoyer un texto, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et on va arriver dans l'espèce d'utopie que moi, qui me fait rêver depuis toujours, c'est d'avoir un bouton et de dire salut maman, je suis sur la scène, je t'embrasse, j'espère que tout va bien, bisous. Et là, j'ai envoyé un message à ma mère, ça m'a pris une seconde, elle me voit, elle voit mon émotion, mon sourire, mes cheveux en pétard, elle n'est pas très contente. Mais au moins, elle m'a vu. Et globalement, c'est ça, là où on veut, nous, aller. Alors, on a des gros challenges, bien évidemment. On a des gros challenges. Le premier, c'est de réinventer des patterns. Comment on repense la messagerie utilisable en mobile sur des petits écrans avec une main. C'est comment on ne tue pas la batterie alors qu'effectivement, on utilise la caméra tout le temps. Donc, comment on fait des algos d'économie de batterie au quotidien.
et comment on ne tue pas la data des jeunes aujourd'hui. Parce que les jeunes aujourd'hui en France, on a de la chance, on a un mec qui s'appelle Xavier Niel qui a augmenté les forfaits pour tout le monde, on a 5, 10, 15 gigas, parfois limités, c'est génial. Aux US et dans le monde, c'est pas le cas. Aux US, la data, elle coûte très cher, et les gosses, et c'est factuel, à 15 ans, le 15 ou le 20 du mois, ils n'ont plus de forfait, et ils n'utilisent Snapchat et leur téléphone que depuis chez les parents en Wi-Fi. Et ils ne sont pas très contents. Et ils disent, papa, s'il te plaît, je veux un forfait. Et non, ça coûte cher. Donc il y a un vrai enjeu pour nous de réduire les vidéos. Aujourd'hui, on le voit en bas, on est 2 fois plus petit en compression vidéo que les autres. On envoie des vidéos qui sont 2 fois plus petites en taille, de la même qualité que Snapchat, que Messenger, que WhatsApp et autres. Et l'ambition pour nous, c'est d'aller beaucoup plus loin et de créer des algos qui vont de plus en plus faire de la compression vidéo de haute qualité. On a lancé la boîte il y a 3 mois. J'accélère un peu, je vois qu'il me reste 4 minutes. La presse nous a vachement bien aimés et vachement bien aidés, sans agence RP, c'est juste qu'ils nous ont trouvé sur Twitter, ils ont parlé de nous, on était ravis. Beaucoup de chance d'être adoubés en tout cas par la presse tech. Pour l'instant, c'est que la presse tech, on n'a pas encore été lancé dans les médias mainstream et c'est volontaire, on est encore en bêta donc on travaille. Et après ce lancement, on a vu qu'on avait 3 types d'usages vraiment majoritaires. Le premier et le plus gros, c'est les 13-25 qui utilisent vraiment Tribe en groupe, qui créent des groupes avec leurs colocataires, leur équipe de foot, leur équipe de copines, leur classe à 10, 15, 20, et qui se passent les infos, les devoirs, ils s'organisent sur Tribe en vidéo, etc. Et c'est leur nouvelle groupe application favorite. Les familles, je pense aux familles, les enfants qui font Erasmus, les familles d'expats, les familles qui sont splittées, etc., qui effectivement utilisent Tribe pour se connecter en groupes familiaux avec la grande tante, etc. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a des users, on a plus de 8% de nos users qui ont plus de 45 ans. Alors ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est énorme aujourd'hui, parce que sur un iPad, ma grande tante qui a 65 ans, elle peut complètement appuyer sur un bouton coloré et dire « Salut mon filleul, comment tu vas, je t'embrasse ». Elle arrive à comprendre ce système-là, beaucoup plus qu'un appel Skype, un FaceTime ou un SMS. Et enfin les doers, alors les doers c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont dans la salle, c'est entre 18 et 60 ans qui font des choses, que ce soit dans la créativité, dans la publicité, dans la finance, tout ce qu'on veut dans les startups, les gens qui sont occupés, qui gèrent leur vie au quotidien et qui ont des vies effectivement très occupées. On l'a fait un peu à notre façon, je vais passer vite sur le slide, mais ça c'est nous le jour où on arrive à San Francisco dans notre maison qu'on s'est louée au début. On vit et on travaille tous ensemble depuis un Airbnb, des Airbnb. On voyage pas mal avec toute l'équipe, on est tout le temps ensemble. Là, on était à San Francisco il y a une semaine. Toute l'équipe est à Paris maintenant pendant quelques jours. Après, on va dans le Luberon pour travailler dans un petit village avec pas de distraction pendant un mois. Après, on repart en Californie et toujours dans des Airbnb ensemble, avec une seule condition, il faut qu'il y ait un bon Wi-Fi et des lits, globalement. Mais c'est tout ce qu'on recherche. Et effectivement, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, d'itérer beaucoup plus vite, et ça nous donne un avantage concurrentiel assez énorme. Comment on dépose des brevets sans argent? Alors on paye avec nos actions. Donc on a payé les avocats avec nos actions, parce qu'on n'avait pas d'argent avant de lever de l'argent. Donc effectivement, c'était un peu nouveau. On n'envoie pas de cold email. On n'envoie aucun email à aucun investisseur, à personne. Quand vous pitchez « Salut, je suis une app de messagerie en 2015 », personne ne vous répond. Tout le monde dit « Ok, t'es marrant, corbeille ». Donc nous, on parle à personne, on fait juste un beau produit, les gens parlent de nous. Et au fur et à mesure, on a de la chance, avec beaucoup de travail et de chance, d'avoir des emails de VC de plus en plus cotés qui nous écrivent. Et donc du coup, on lève des fonds avec des gens qui nous ont appelés et qu'on n'a pas appelé, et ça change complètement le rapport de force. Et c'est une vraie position qu'on a réussi à créer, on en est content, c'était dur, mais on est vraiment ravis. Quand on recrute aujourd'hui, on a besoin des meilleurs ingénieurs, on a des gens qui ont bossé chez Dropbox, chez Facebook, on a besoin des meilleurs ingénieurs aujourd'hui chez nous, et pour les recruter, on n'a pas les moyens de payer un cabinet de conseil, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un post médium à l'époque, il y a quelques mois, un peu accrocheur, et on a recruté comme ça, on a eu plus de 150 CV dans le monde entier avec ce poste, et on a pu piocher dans les CV très rapidement, et recruter ensuite. Et enfin, on a un customer service qui n'est pas scalable, et ça, tout le monde nous a dit au début, tous les entrepreneurs, tout le monde, les VC, mais c'est pas possible, Cyril, tu réponds à tout le monde un par un en vidéo tous les jours, ça me prend 5 heures par jour de ma journée, tous les jours depuis quasiment 10 mois maintenant, et je continue à le faire, et je continuerai, parce que je pense que c'est essentiel, et ça nous a apporté beaucoup de choses. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y a plein d'investisseurs, et pas mal de stars, françaises et américaines, qui nous ont contactés via ce support, et donc avec qui on a échangé. Quelques-unes que vous devez connaître, je pense à Taylor Swift, Rihanna, un footballeur qui en ce moment est un peu dans la tourmente. Voilà, ces gens-là, c'est des gens qui nous contactent, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et qui utilisent l'application tous les jours, en groupe, pour gérer leur management, leur famille, parce qu'eux sont des doers, ils sont en déplacement constamment dans le monde entier. Et avoir un outil en vidéo qui est pratique selon les time zones et gratuit, c'est assez important pour eux. Alors bien évidemment, c'est le début, la boîte elle a à peine 11 mois, on va fêter nos 11 mois dans quelques semaines, on a beaucoup de taf, les grands du secteur, ils sont là depuis des années, la route est extrêmement longue, on est vraiment loin de les rejoindre, mais on a bon espoir qu'avec notre énergie et notre petite vision, on arrive à faire quelque chose très bientôt dans le sujet. Et enfin, l'ambition d'un David, d'une start-up, bien évidemment, si vous êtes entrepreneur dans la salle, c'est un jour de devenir gros, c'était le cas de ces gens-là. Quand Google s'est lancé, ils étaient 2 dans un garage, Yahoo était déjà coté à plusieurs dizaines de milliards en bourse, et Google a juste
écrasé Yahoo, et on connaît l'histoire. Tinder s'est lancé, Match.com et le groupe IAC dans le dating était leader mondial. Tinder a réinventé l'expérience et est arrivé first avec une expérience qui est extraordinaire, qui est un swipe tout bête que tout le monde connaît ici, je pense, même si on ne se l'avoue pas, mais qui est assez nouvelle et assez intéressante. Et Medium, dans le blogging, qui est un peu moins connu en Europe, qui vient de lever 85 millions de dollars il y a 6 mois, qui est la nouvelle plateforme de publishing où tout le monde poste des contenus en ligne et qui est en train de dépasser WordPress et toutes les autres plateformes techno de publishing. Et enfin, pour aller jusque-là, il faut être bien accompagné. J'ai fini en 30 secondes. Il faut être bien accompagné. On a levé des fonds il y a quelques semaines avec des gens extraordinaires à San Francisco qui ont accompagné. Donc là, c'était une photo il y a 3 semaines. On voit que la casquette noire, je crois que je suis le seul en casquette. Et dans cette photo, il y a Jerry Yang qui a créé Yahoo, il y a Elon Musk juste à ma gauche, il y a Drew qui a créé Dropbox, il y a les fondateurs de YouTube, d'Airbnb, de WhatsApp. Et c'est tous les gens qui, depuis un mois, répondent à mes mails, répondent au téléphone et qui nous conseillent au quotidien parce qu'on est rentré dans ce petit cercle très fermé des entrepreneurs qui ont levé avec ce fonds d'investissement que je ne peux pas encore nommer aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. Beaucoup de teasing, pardon, j'aime pas ça. Mais du coup, on a une espèce d'accès à l'expérience et du knowledge qui est fabuleux. Et je pense que sans être à San Francisco, on n'aurait pas pu avoir tout ça. Et donc pour finir, c'est mon dernier slide. C'est vraiment à propos de l'expérience. Et l'expérience, c'est un jeu de mots un peu facile, mais l'expérience que vous offrez à vos users au quotidien, comment vous allez essayer de leur faciliter la vie et de leur faire gagner du temps, parce que c'est la plus grosse valeur aujourd'hui, et comment vous allez vous marrer sur le chemin, et comment le chemin est parfois beaucoup plus marrant que la fin, finalement, et comment nous, on se marre et on apprend au quotidien, quelle qu'en soit la fin de l'aventure. Voilà, merci beaucoup.